elles se grandissent de toute leur petitesse et deviennent sublimes. Puis Eugène était frappé de l'esprit profond et judicieux que la femme déploie pour juger les sentiments les plus naturels quand une affection privilégiée l'en sépare et la met à distance. Madame de Nucingen se choqua du silence que gardait Eugène. « À quoi pensez-vous donc ?» lui demanda-t-elle. « J'écoute encore ce que vous m'avez dit. J'ai cru jusqu'ici vous aimer plus que vous ne m'aimiez. » Elle sourit et s'arma contre le plaisir qu'elle éprouva, pour laisser la conversation dans les bornes imposées par les convenances. Elle n'avait jamais entendu les expressions vibrantes d'un amour jeune et sincère. Quelques mots de plus, elle ne se serait plus contenue. « Eugène, dit-elle en changeant de conversation, vous ne savez donc pas ce qui se passe. Tout Paris sera demain chez madame de Beauséant. Les Rochefide et le marquis d'Ajuda se sont entendus pour ne rien ébruiter, mais le roi signe demain le contrat de mariage et votre pauvre cousine ne sait rien encore. Elle ne pourra pas se dispenser de recevoir, et le marquis ne sera pas à son bal. On ne s'entretient que de cette aventure. Et le monde se rit d'une infamie, et il y trempe. Vous ne savez donc pas que madame de Beauséant mourra. Non, dit Delphine en souriant, vous ne connaissez pas ces sortes de femmes-là, mais tout Paris viendra chez elle, et j'y serai. Je vous dois ce bonheur-là, pourtant. Mais, dit Rastignac, n'est-ce pas un de ces bruits absurdes comme on en fait tant courir à Paris? Nous saurons la vérité demain. Eugène ne rentra pas à la maison Vauquer. Il ne put se résoudre à ne pas jouir de son nouvel appartement. Si, la veille, il avait été forcé de quitter Delphine à 1 heure après minuit, ce fut Delphine qui le quitta vers 2 heures pour retourner chez elle. Il dormit le lendemain assez tard, attendit vers midi madame de Nucingen qui vint déjeuner avec lui. Les jeunes gens sont si avides de ces jolis bonheurs qu'il avait presque oublié le père Goriot. Ce fut une longue fête pour lui que de s'habituer à chacune de ces élégantes choses qui lui appartenaient. Madame de Nucingen était là, donnant à tout un nouveau prix. Cependant, vers 4 heures, les deux amants pensèrent au père Goriot, en songeant au bonheur qui se promettait à venir demeurer dans cette maison. Eugène fit observer qu'il était nécessaire d'y transporter promptement le bonhomme s'il devait être malade, et quitta Delphine pour courir à la maison Vauquer. Ni le père Goriot, ni Bianchon n'étaient à table. Eh bien, lui dit le peintre, le père Goriot est éclopé, Bianchon est là-haut près de lui. Le bonhomme a vu l'une de ses filles, la comtesse de Restorama. Puis il a voulu sortir, et sa maladie a empiré. La société va être privée d'un de ses beaux ornements. Rastignac s'élança vers l'escalier. « Eh, monsieur Eugène !»« Monsieur Eugène, madame vous appelle !» cria Sylvie. « Monsieur, lui dit la veuve, monsieur Goriot et vous, vous deviez sortir le 15 de février. Voici 3 jours que le 15 est passé, nous sommes au 18. Il faudra me payer 1 mois pour vous et pour lui. Mais si vous voulez garantir le père Goriot, votre parole me suffira. Pourquoi? N'avez-vous pas confiance? Confiance? Si le bonhomme n'avait plus sa tête et mourait, ses filles ne me donneraient pas 1 liard, et toute sa défroque ne vaut pas 10 francs. Il a emporté ce matin ses derniers couverts, je ne sais pourquoi. Il s'était mis en jeune homme. Dieu me pardonne. Je crois qu'il avait du rouge. Il m'a paru rajeuni. Je réponds de tout, dit Eugène en frissonnant d'horreur et appréhendant une catastrophe. Il monta chez le père Goriot. Le vieillard gisait sur son lit, et Bianchon était auprès de lui. « Bonjour, père, lui dit Eugène. Le bonhomme lui sourit doucement et répondit en tournant vers lui des yeux vitreux. « Comment va-t-elle? »« Bien, et vous? Pas mal. »« Ne le fatigue pas, dit Bianchon, en entraînant Eugène dans un coin de la chambre. « Eh bien, lui dit Rastignac. Il ne peut être sauvé que par un miracle. La congestion sérieuse a eu lieu, il a les sinapismes, heureusement il les sent, ils agissent. Peut-on le transporter? Impossible. Il faut le laisser là, lui éviter tout mouvement physique et toute émotion. Mon bon Bianchon, dit Eugène, nous le soignerons à nous deux. J'ai déjà fait venir le médecin en chef de mon hôpital. Eh bien, il le prononcera demain soir. Il m'a promis de venir après sa journée. Malheureusement, ce fichu bonhomme a commis ce matin une imprudence sur laquelle il ne veut pas s'expliquer.
Il est entêté comme une mule. Quand je lui parle, il fait semblant de ne pas entendre et dort pour ne pas me répondre, ou bien s'il a les yeux ouverts, il se met à geindre. Il est sorti vers le matin, il a été à pied dans Paris, on ne sait où. Il a emporté tout ce qu'il possédait de vaillant, il a été faire quelque sacré trafic pour lequel il a outrepassé ses forces. Une de ses filles est venue. La comtesse, dit Eugène, une grande brune, l'œil vif et bien coupé, jolis pieds, taille souple. Oui. Laisse-moi seul un moment avec lui, dit Rastignac. Je vais le confesser. Il me dira tout à moi. Je vais aller dîner pendant ce temps-là. Seulement tâche de ne pas trop l'agiter. Nous avons encore quelque espoir. Sois tranquille. Elles s'amuseront bien demain, dit le père Goriot à Eugène, quand ils furent seuls. Elles vont à un grand bal. Qu'avez-vous donc fait ce matin, papa, pour être si souffrant ce soir qu'il vous faille rester au lit? Rien. Anastasie est venue? Demanda Rastignac. Oui, répondit le père Goriot. Eh bien, ne me cachez rien. Que vous a-t-elle encore demandé? Ah, reprit-il en rassemblant ses forces pour parler. Elle était bien malheureuse. Allez, mon enfant. Nasie n'a pas un sou depuis l'affaire des diamants. Elle avait commandé pour ce bal une robe lamée qui doit lui aller comme un bijou. Sa couturière, une infâme, n'a pas voulu lui faire crédit, et sa femme de chambre a payé 1000 francs en acompte sur la toilette. Pauvre Nasie, en être venue là, ça m'a déchiré le cœur. Mais la femme de chambre, voyant ce resto retirer toute sa confiance à Nasie, a eu peur de perdre son argent et s'entend avec la couturière pour ne livrer la robe que si les 1000 francs sont rendus. Le bal est demain, la robe est prête, Nasie est au désespoir. Elle a voulu m'emprunter mes couverts pour les engager. Son mari veut qu'elle aille à ce bal pour montrer à tout Paris les diamants qu'on prétend vendus par elle. Peut-elle dire à ce monstre « Je dois 1000 francs, payez-les » Non, j'ai compris ça, moi. Sa sœur Delphine ira là dans une toilette superbe. Anastasie ne doit pas être au-dessous de sa cadette. Et puis elle est si noyée de larmes, ma pauvre fille. J'ai été si humilié de n'avoir pas eu 12 000 francs hier, que j'aurais donné le reste de ma misérable vie pour racheter ce tort-là, voyez-vous. J'avais eu la force de tout supporter, mais mon dernier manque d'argent m'a crevé le cœur. Oh oh. Je n'en ai fait ni une ni deux. Je me suis rafistolé, requinqué, j'ai vendu pour 600 francs de couverts et de boucles, puis j'ai engagé pour un an mon titre de rente viagère contre 400 francs, une fois payé au papa Gobseck. Bah, je mangerai du pain. Ça me suffisait quand j'étais jeune. Ça peut encore aller. Au moins, elle aura une belle soirée, ma Nasie. Elle sera pimpante. J'ai le billet de 1000 francs là, sous mon chevet. Ça me réchauffe d'avoir là sous la tête ce qui va faire plaisir à la pauvre Nasie. Elle pourra mettre sa mauvaise victoire à la porte. A-t-on vu des domestiques ne pas avoir confiance dans leur maître? Demain je serai bien. Nasie vient à 10 heures. Je ne veux pas qu'elle me croie malade. Elle n'irait point au bal, elle me soignerait. Nasie m'embrassera demain comme son enfant, ses caresses me guériront. Enfin, n'aurais-je pas dépensé 1000 francs chez l'apothicaire? J'aime mieux les donner à mon Guérite. Tout à ma Nasie. Je la consolerai dans sa misère au moins. Ça m'acquitte du tort de m'être fait du viager. Elle est au fond de l'abîme, et moi je ne suis plus assez fort pour l'en tirer. Oh, je vais me remettre au commerce. J'irai à Odessa pour y acheter du grain. Les blés valent là 3 fois moins que les nôtres ne coûtent. Si l'introduction des céréales est défendue en nature, les braves gens qui font les lois n'ont pas songé à prohiber les fabrications dont les blés sont le principe. Hé hé, j'ai trouvé cela, moi, ce matin. Il y a de beaucoup à faire dans les amidons. Il est fou, se dit Eugène en regardant le vieillard. Allons, restez en repos, ne parlez pas. Eugène descendit pour dîner, quand Bianchon remonta. Puis tous deux passèrent la nuit à garder le malade à tour de rôle, en s'occupant, l'un à lire ses livres de médecine, l'autre à écrire à sa mère et à ses sœurs. Le lendemain, les symptômes qui se déclarèrent chez le malade furent, suivant Bianchon, d'un favorable augure. Mais ils exigèrent des soins continuels dont les deux étudiants étaient seuls capables et dans le récit desquels il est impossible de compromettre la pudibonde phraséologie de l'époque. Les sangsues mises sur le corps appauvri du bonhomme furent accompagnées de cataplasmes, de bains de pieds, de manœuvres médicales pour lesquelles il fallait d'ailleurs la force et le dévouement des deux